que sur Materazzi, il y a quelque chose aussi. On voit Zizou. Oh, Zinedine. Oh, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible. 2006, finale de la Coupe du monde de football. 107e minute. L'impensable se produit. À l'époque, personne n'aurait pu prédire un tel dénouement. Et encore aujourd'hui, on se l'explique mal. Mais c'est terrible. C'est terrible. On était dans un conte de fées jusque-là. C'était insensé que l'un des meilleurs joueurs de foot au monde pose un tel geste. Comment est-ce possible qu'il n'a pas su se retenir dans un moment si crucial? Et c'est la dernière fois. Et c'est la dernière fois. Il nous a fait tant rêver. Il nous a donné tant de bonheur. Avec les nouvelles informations qui ont coulé ces dernières années, l'événement se précise. C'est maintenant possible de relier les points. Oui, il a craqué, c'est un fait, mais c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, ce geste à la fois explicable et inexcusable prend son origine bien avant que Zidane ne mette les pieds sur le terrain pour la 18e édition de la Coupe du monde. Et vous allez voir que l'histoire n'est peut-être pas celle que vous croyez. Quand un événement de la sorte se produit, c'est intéressant de valider si c'est un cas isolé ou si une tendance était déjà présente. En creusant son parcours, j'ai vite trouvé des réponses surprenantes. Est-ce que ça te surprend qu'il ait fait cette mise au point? Ou est-ce que... Pourquoi? Parce que c'est un tueur. Si tu le cherches, tu le trouves. Et il se fait respecter. Il marque son territoire. Il marque son territoire. Et bon, après, tu le marques de plein de façons différentes, mais il peut le marquer par la parole. Et ça, évidemment, pour quelqu'un qui parle peu, tout d'un coup, quand il parle, ça choque. Zidane, homme de peu de mots, savait se faire respecter avec ses paroles. Mais il a aussi appris à se faire respecter physiquement sur le terrain. Lo scontro più pugilistico che calcistico tra Chiesa e Zidane veniva punito da Ceccarini con 2 cartellini rossi. Immediata la sanzione. Carton rouge indique l'arbitre mexicain. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh oui, geste malheureux du meneur de jeu tricolore. Envoyé au vestiaire. Riesce a resistere, Pinter non lo prende Sosa, c'è l'intervento in gioco pericoloso di Zidane, avete sentito l'urlo? Russo! Questa è la chiave della partita, amici, lo dirò, l'uomo in campo espulso! E credo che... Oh! Ecco, Zidane che perde un po' il controllo Secondo me l'entrata è brutta, Quitte à employer la violence. 18 septembre 1993, au stade Vélodrome, Marseille reçoit Bordeaux. Le meneur de jeu des Girondins répond à cette provocation du défenseur marseillais par un coup de poing. C'est donc pas surprenant que Zidane ait accumulé de nombreux cartons rouges durant sa carrière. 14, c'est quand même énorme. C'est énorme, surtout pour un meneur de jeu, dont son jeu n'est pas justement porté sur le duel et le physique. Je ne veux pas dire que c'est une inconnue dans sa carrière, mais c'est symbolique justement du joueur qu'il a été. Et ça fait partie du personnage. C'est à la fois un génie, mais à la fois quelqu'un qui est capable de péter un plomb. Ça explique pourquoi il se retrouve dans le top 20 de tous les temps des joueurs ayant collectionné le plus de cartons rouges en carrière. 14 cartons rouges, c'est seulement un de moins qu'un certain défenseur italien, Marco Materazzi. On y reviendra plus tard. Pour les plus téméraires, il y a même une vidéo disponible sur YouTube qui présente dans l'ordre chronologique tous les cartons rouges que Zidane s'est pris en carrière. Je l'ai consulté. C'est pas très chic. Et ce qui m'a le plus surpris ou choqué, c'est cette séquence en 2000, en Ligue des Champions alors qu'il s'alignait pour la Juventus. Was still in evidence. In a Champions League game for Juventus at home to Hamburg, Zidane was sent off for his headbutt on Jochen Kienz.
it was something we'd see repeated more famously on an even bigger stage 6 years later. C'est un geste très semblable à ce qu'on a vu à la Coupe du Monde 2006. Zidane est un récidiviste, un habitué des coups de sang sur le terrain. Coup de sang, une montée brutale et rapide d'adrénaline et d'énervement. L'expression est généralement utilisée pour qualifier un état colérique, qui s'est déclaré de façon subite qui a rapidement atteint son paroxysme. De toute évidence, Zidane est loin d'être irréprochable. Derrière une certaine timidité se cache un intense désir de gagner et un côté alpha en lui. C'est donc pas une surprise complète qu'il ait frappé son adversaire italien. Mais en même temps, s'arrêter à cette conclusion, ça serait un peu simpliste. Ça n'explique pas tout. La pointe de l'iceberg, l'évidence, c'est la pression d'être en finale. Peu importe le niveau d'expérience du joueur, c'est clair que ça demeure un grand moment avec une pression qui peut devenir étouffante. Après tout, la Coupe du monde de football, qui a lieu seulement une fois aux 4 ans, c'est l'événement sportif le plus important de la planète, derrière les Jeux olympiques. C'est un événement suivi dans le monde entier et sa couverture médiatique est gigantesque. Selon la FIFA, la Coupe du monde de 2006 a été suivie par 32,5 milliards de téléspectateurs cumulés dans plus de 215 pays. Pas millions, 32,5 milliards. En France, TF1 a réalisé des records d'audience alors que les matchs de demi-finale et de finale sont suivis chaque fois par plus de 22 millions de téléspectateurs. C'est pratiquement le 1/3 de la population française rivée à son écran pour écouter un match de foot. Et c'est sans compter la présence des spectateurs sur place lors des rencontres. Imaginez-vous jouer un match de foot devant un stade de plus de 75 000 spectateurs prêts à tout faire pour encourager leur équipe. C'est exactement ce avec quoi ont dû composer les deux équipes ce 9 juillet 2006. Honnêtement, t'es pas humain si ça vient pas te chercher. C'est gros, tout comme l'appétit des partisans d'ailleurs. Dire que les supporters français croyaient en la victoire de leur préféré est un euphémisme. Un sondage pour le Parisien réalisé 3 jours avant la finale montre que 86% des Français pensent que la France va battre l'Italie en finale. Bon, OK, ça vaut ce que ça vaut, ce genre de sondage, mais ça reste que l'équipe française avait une énorme pression de gagner, d'autant plus qu'elle avait l'étiquette de favorite à l'approche de la finale. Voici ce que l'attaquant italien Alessandro Del Piero a déclaré avant la finale. « La France, elle est favorite parce qu'elle a Zidane et aussi parce qu'elle sera moins tendue. » Ma meilleure interprétation. Vous allez me dire que c'est une stratégie classique pour transférer la pression dans le camp adverse? Peut-être, mais reste que les joueurs français s'attendaient déjà à gagner. La preuve? William Gallas, défenseur central des Bleus. Mais comment on a pu perdre cette finale? Ce fut vraiment quelque chose de dur. On devait gagner ce match. Le mot-clé ici, c'est « devait ». Il n'a pas dit « on espérait » ou « on croyait gagner ce match ». Il a dit « on devait », ce qui fait référence à une obligation. La défaite n'était pas une option, surtout lorsqu'on tient compte des ratés connus en Coupe du monde 2002 et en Coupe d'Europe 2004. Zidane et son équipe savaient qu'il fallait rebondir. Ça démontre encore une fois tout le poids des attentes qui pesaient sur l'équipe française. Mais tout ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Entrons maintenant dans les profondeurs de ce qui va s'avérer le plus célèbre coup de tête de l'histoire du sport. Explorons la partie cachée de l'iceberg, là où la tension continuait de s'intensifier. D'abord, il faut se rappeler que Zidane avait fait une annonce qui avait eu l'effet d'une bombe le 25 avril 2006, soit environ un mois avant le début de la Coupe du monde. Avec une émotion visible, Zidane a déclaré sur les ondes de Canal+, « Après le mondial, j'arrêterai de jouer au foot. J'arrête définitivement, j'arrête tout. » L'heure de la retraite avait sonné. Mais pourquoi l'annoncer à ce moment? Et quel effet est-ce que ça avait sur lui? C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie et qu'il fallait que je prenne avant la Coupe du monde. Elle me trottait dans la tête depuis un petit moment. J'avais envie de me dégager de ça. J'ai l'impression de me soulager. Je ne pouvais plus faire face aux questions, ce n'était plus possible. Clairement, Zidane était serein avec sa décision. Soulagé. Son but? Se libérer l'esprit et canaliser ses énergies au bon endroit. Je voulais que tout le monde soit au courant. J'avais besoin de le dire pour me consacrer à la Coupe du monde. C'est mon dernier objectif et je ne veux penser qu'à ça. Cette annonce, elle est justifiée. Mais
D'un autre côté, le fait d'officialiser qu'il accrochait ses crampons, ça venait ajouter à la pression du moment. Il savait que c'était maintenant son dernier tour de piste et qu'il n'aurait plus jamais l'opportunité de se reprendre. Donc, c'était le dernier coup à jouer. Et comme tout bon compétiteur, il voulait terminer en beauté. À un certain point de leur carrière, ces grands athlètes qui ont déjà tout prouvé dans leur sport sont à la recherche que d'une seule chose. C'est pas les statistiques personnelles, ni les contrats lucratifs. Ce qu'ils veulent, c'est de laisser un héritage indélébile au sein de leur sport. Se tailler une place parmi les plus grands athlètes, tous sports confondus. S'élever au statut de légende. Zidane avait une opportunité incroyable à saisir lors de cette finale. Et c'est évident qu'il le ressentait. Il voulait porter son équipe. Son coéquipier William Gallas l'a exprimé clairement. C'était son dernier match. Il avait énormément de pression sur les épaules et c'est pas facile de gérer tout ça. Depuis les huitièmes de finale, il avait pris ses responsabilités en nous disant de lui donner le ballon car c'était à lui de mener cette équipe en finale. Déjà champion de la Coupe du Monde en 98, Zidane avait la chance d'entrer dans un club select en la remportant une deuxième fois. Seulement une poignée de joueurs, 21 au total, avaient réussi l'exploit. Encore mieux, il pouvait devenir le troisième joueur de l'histoire à remporter 2 fois les honneurs tout en marquant un but dans chacune de ses finales. Le point ici, c'est que Zidane avait une opportunité en or de mettre un point d'exclamation sur une carrière bien remplie. Il pouvait rejoindre les plus grands joueurs au panthéon du football mondial et terminer avec l'un des plus beaux palmarès de l'histoire. J'enlève absolument rien à son parcours. Au contraire, il a une feuille de route à faire rêver. Mais force est d'admettre que son héritage aurait été encore plus impressionnant en signant cette victoire. Et comme s'il n'en avait pas déjà assez dans son assiette, une inquiétude s'invite à la fête. Dans ce cas-ci, ça dépasse le cadre sportif. Ce jour-là, maman est très fatiguée. J'ai plusieurs fois ma sœur au téléphone dans la journée. Je sais que maman n'est pas bien, mais ce n'est pas très grave non plus. Ça m'interpelle néanmoins. Après tout, qui ne s'inquiéterait pas pour sa propre maman, Coupe du Monde ou pas? Quand quelqu'un de notre famille ne se porte pas bien, ça ne peut pas faire autrement que de nous tourmenter. Heureusement, la sœur de Zidane est au chevet de sa mère, mais ça demeure tout de même un élément qui a fragilisé Zidane et qui aura un impact majeur dans le dénouement de cette histoire. Alors, est-ce que le moment était trop grand à gérer, même pour un athlète de la trempe de Zidane? Personnellement, j'achète pas cette théorie. Ces athlètes de haut niveau sont préparés pour ces événements. Ils ont développé des stratégies sur le plan du mental pour soutenir une telle pression. Et en plus, Zidane n'en était pas à son premier rodéo. C'était sa 3e participation en Coupe du Monde. Il avait une bonne idée du cirque dans lequel il s'embarquait. Quoique il était loin de se douter qu'une vedette inattendue allait venir gâcher la fête. Vedette mondiale du foot, Zidane a toujours été épié, surveillé dans ses moindres faits et gestes. Et sans forcément le vouloir, il a fait ombrage à beaucoup de joueurs. L'histoire s'est répétée dans cette finale de 2006. L'ensemble des projecteurs étaient braqués sur lui. Et avec ce qui s'est passé, il a éclipsé à peu près tout. En particulier, le geste de Zidane a relégué au second plan une performance extraordinaire d'un joueur italien. Une vedette inattendue s'est dressée lors de ce match et est venue gâcher un scénario de rêve qui semblait écrit d'avance. Et j'ai nommé Marco Materazzi. Mise en garde. Partisans des Bleus, je le sais que cette section peut faire mal, alors je vous invite à mettre votre ego de côté et à rester l'esprit ouvert. Je sais que c'est pratiquement impossible de regarder avec impartialité la performance d'un adversaire que l'on déteste, mais je vous encourage tout de même à enlever votre chapeau de partisan pour être en mesure d'apprécier le brio de la vraie vedette de cette finale. En bonus, vous apprendrez quelque chose qui pourra vous être utile. OK. Dès le début du match, Materazzi, défenseur central, est impliqué dans l'action, mais pas tout à fait de la bonne façon. Il est à l'origine d'une faute commise sur Florent Malouda. La France se voit accorder un penalty alors qu'on n'est qu'à la 7e minute. Et qui d'autre que Zinedine Zidane pour lui faire payer cette faute? Il ouvre le pointage avec un but d'anthologie face à une autre légende, le gardien de but Buffon. Non seulement il se charge de prendre le tir, mais se croyant tout permis,
il le transforme en une panenka très particulière. Yes, just. The bounce off the underside of the bar, crept the right side of the line. Réaliser un geste osé de la sorte dans un moment aussi important, mais ça frôle la folie. C'est du moins l'opinion de Willy Sagnol qui partageait le terrain avec Zidane ce soir-là. Quand je vois se marquer ce penalty, j'ai la première réflexion. Alors j'ai deux réflexions. La première, c'est il est complètement fou. En parlant de Zizou, enfin tenter ça en finale de Coupe du Monde, il est complètement fou. Et la deuxième, c'est de me dire putain, j'espère que ça va pas nous retomber sur la gueule. C'est l'extase pour Zidane. C'est un scénario rêvé. Il se sent invincible, en contrôle de la destinée de l'équipe. Mais pas pour bien longtemps. Seulement 12 minutes plus tard, Materazzi fait redescendre Zidane de son nuage. Sur un coup de pied de coin de Pirlo, Materazzi égalise de la tête. Il est soulagé d'avoir racheté sa faute commise en début de match, mais d'un autre côté, c'est comme s'il envoyait un message à Zidane et à toute l'équipe de France. Attendez les gars, ça ne sera pas si facile. C'est le premier chapitre d'une guerre psychologique qui se dessine entre lui et Zidane. Le deuxième chapitre connu et documenté se déroule à la 80e minute. Zidane reste au sol après un violent contact aérien avec Fabio Cannavaro. Lorsque le docteur de l'équipe, Jean-Pierre Paclet, arrive près de Zidane, celui-ci lui lance « Doc, c'est fini, mon épaule a sauté. » En effet, l'épaule droite du capitaine français est déboîtée. Materazzi profite de ce moment de vulnérabilité pour ajouter de l'huile sur le feu. Il me sort, je ne vais pas le dire en italien, mais je l'ai parfaitement compris, il est mort, te fatigue pas Doc, il est mort le vieux. Ouch! Quand tu es en douleur, que tu es engagé émotionnellement dans un match compliqué et qu'en plus un adversaire vient te provoquer, c'est difficile de demeurer insensible. Materazzi en avait fait sa cible. Il avait décidé de s'attaquer au cœur même de l'équipe de France. Et c'était un coup de génie compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui. Il était au courant que Zidane avait un tempérament explosif. Il voulait donc lui entrer sous la peau. La machine à trash talk était bel et bien enclenchée. Malgré la distraction, le docteur tente le tout pour le tout et réussit à remettre en place l'épaule de Zidane. En douleur, il réussit à poursuivre la partie. On sent que cette victoire est importante pour lui. À la 103e minute, première période de prolongation, le meneur de jeu français passe tout près de marquer le but décisif. Arriva il traversone di Sagnol, cerca Zidane! Si è inserito col tempo giusto, ha fatto tutta l'azione lui, guarda Zidane come scarica bene sull'esterno, poi trova il tempo di inserimento. Qui l'ha perso secondo me Gattuso perché l'ha visto partire. Toute une chance manquée. Donc, une couche de frustration supplémentaire pour Zidane. Deuxième période de prolongation. Toujours incapable de marquer le but décisif. La fatigue, la douleur, la frustration de ne pas arriver à achever une équipe à portée de main. La surveillance étroite du défenseur italien. Les échanges de mots. Le sentiment que le match est en train de lui filer entre les mains. Zidane est fragilisé. Et arrive le chapitre final. Materazzi accroche Zidane, tire son chandail. Zidane lui demande d'arrêter et lui lance « Je te donnerai mon maillot plus tard. » Materazzi y va de quelques commentaires déplacés. Zidane l'ignore, mais Materazzi revient avec l'insulte qui sera fatale. « Je préférerais avoir ta sœur plutôt que ta chemise. » Zidane est expulsé. Direct. Carton rouge. C'est ce qui met un terme de façon brutale à son parcours d'athlète professionnel. La France s'incline finalement au tir au but dans une séance où Marco Materazzi ajoute l'insulte à l'injure en se permettant d'inscrire un but. Materazzi, il a tout fait dans ce match. Il est à l'origine du but accordé par son équipe. Il s'est repris en égalisant la marque avec un super but. Il est entré dans la tête de Zidane. Il l'a amené à poser un geste irréparable et la cerise sur le gâteau, il marque lors de la séance de tir au but. C'est ce que j'appelle un match complet. C'est pourquoi Materazzi est la vraie vedette de cette finale. Le temps d'un soir, le joueur italien a joué un rôle déterminant dans le succès de son équipe, en plus de gagner le match à l'intérieur du match.
Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde, l'avait prédit. La finale se jouera sur le mental. L'acte de violence dont on a été témoin est lié à la préparation psychologique et à la résilience mentale. Ça n'a rien à voir avec le talent, les habiletés physiques ou techniques, parce qu'à ce niveau-là, Zidane a joué un match superbe. C'est sur le plan du mental qu'il a gravement échoué. Derrière ce geste d'énervement se cachent de nombreuses micro-fissures. Je m'explique. Donnez un coup de marteau sur une pierre que vous cherchez à casser et vous avez l'impression que rien ne s'est passé. Un deuxième, encore rien. Mais à chaque coup, sans le voir, vous créez des micro-fissures. Et si vous persistez, vous fragilisez la roche toujours un peu plus jusqu'à ce qu'elle finisse par casser. Dans cette vidéo, j'ai exposé plusieurs éléments qui ont contribué au dénouement final. Pris de manière solo, chacun se gère bien, mais la tragédie ici, c'est qu'ils se sont additionnés. Ils ont peu à peu fragilisé Zidane jusqu'à l'amener à craquer. Je ne suis pas fier, mais ça fait partie de mon parcours. À ce moment-là, j'étais plus fragile. C'est parfois dans ces moments que tu peux faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est pas une insulte qui l'a amené à la faute. L'attaque sur la vie personnelle de Zidane en fin de match aura juste été le dernier coup. La goutte qui a fait déborder le vase. Mais il ne faut pas croire que Materazzi est le seul trash talker dans le sport. Plusieurs autres utilisent ou ont utilisé cette technique. Il y a des gars qui gagnent leur vie grâce au trash talking, qui remportent des victoires grâce à ça. L'un des plus connus, c'est Conor McGregor qui se fait un malin plaisir à déranger ses adversaires avant le combat. Avec des gros mots, des phrases assassines et des comportements douteux, il a toujours cherché à se donner un avantage sur la compétition. La vraie question maintenant, c'est est-ce que ça se gère le trash talk? Est-ce que Zidane aurait pu surmonter cet obstacle? Si oui, comment? Peu importe votre niveau ou votre sport, vous n'êtes pas à l'abri de cette technique d'intimidation. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas infaillible. Le trash talk a ses limites et il y a des solutions pour y faire face. La première, c'est de demeurer de glace, être un mur, impassible. Zidane aurait pu choisir de tout faire pour ne pas entrer dans le jeu de Materazzi. Ça peut être compliqué, mais en utilisant cette approche, ça peut désarmer l'adversaire et même se tourner contre lui. Zidane aurait pu se rappeler qu'il n'est pas obligé de répondre à la provocation. Quand vous marchez dans la rue et que le chien du voisin se met à vous japper dessus, est-ce que vous répliquez en jappant à votre tour? Non? Faites la même chose avec les intimidateurs. À l'opposé, Zidane aurait pu choisir d'embarquer dans le jeu de Materazzi. C'est pas l'option que je vais privilégier avec mes clients, mais il faut quand même pas l'exclure. Si vous êtes à l'aise dans une guerre de mots, alors pourquoi pas? Si vous avez un caractère fort et que vous avez la réplique facile, alors pourquoi pas? Connaissant mieux la personnalité de Zidane, il aurait pu utiliser cette approche. Il aurait pu tenir tête à Materazzi. Par contre, le danger ici, c'est de perdre de vue que c'est juste un jeu mental. Si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez vous laisser emporter par les émotions négatives. Une dernière option pour Zidane, c'était de se motiver avec les commentaires de Materazzi. Plutôt que de se laisser déranger, il aurait pu profiter de cette situation pour élever son niveau de jeu. Zidane aurait pu choisir d'être encore plus concentré et acharné sur la tâche. Bref, de prouver à Materazzi qu'il avait tort de s'attaquer à lui. L'objectif ici, c'est de faire taire l'adversaire, non pas par les paroles ou les gestes violents, mais par la qualité de votre performance. À sa défense, Zidane semble l'avoir bien fait pendant les 106 premières minutes du match. Peu importe la stratégie qui vous convient, il faut arriver préparé parce que le bavardage et les insultes sont monnaie courante dans le football et dans le sport en général. Sur un terrain, il y a eu des insultes, tout le monde se parle, parfois mal, tu ne fais rien. Là, ce jour, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Il a insulté ma sœur qui était auprès de ma maman à ce moment-là. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur, Lila. L'espace d'une seconde, et c'est parti. Dans tout ce traitement médiatique de la fin de carrière de Zidane, on a oublié que le sport de compétition, ça se joue sur un terrain de moins de 20 cm. La distance entre vos deux oreilles. Prenez la peine de développer votre force mentale afin d'être prêt à affronter l'adversité qui se dressera tôt ou tard sur votre chemin. Parce que si vous ne préparez pas votre cerveau, vous pourriez vous aussi vous retrouver avec une statue dont vous ne seriez pas très fier.
Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule à droite. Coup de boule à gauche. Allez les bleus, allez! Si vous ne savez pas par où débuter votre entraînement mental, rendez-vous simplement sur le www.directionexcellence.com.